Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va aborder deux sujets principaux. Premier point, on va faire un update de la masse monétaire M2 par rapport à Bitcoin, puisque vous êtes beaucoup à me demander si on va avoir une correction sur Bitcoin, vu qu'on vient d'atteindre des niveaux de résistance assez importants, notamment au-dessus des 100 000 $. Donc on va voir ça dans la première partie de la vidéo. Et dans la deuxième partie, on va parler du plus gros risque pour moi à court et moyen terme sur les crypto-monnaies. On a vraiment un risque très important qui plane au-dessus de notre tête actuellement. Et je vois pour le coup assez peu de personnes en parler. Donc on va évoquer ça dans la deuxième partie de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que si vous n'avez pas connaissance de ce risque, vous ne pourrez pas l'anticiper et ça peut faire très mal à votre portefeuille crypto et à vos investissements crypto en général. Évidemment, avant de commencer la vidéo, pense à mettre un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne YouTube. Le commentaire, tu peux mettre simplement quelques mots. L'idée, c'est vraiment de draguer un peu l'algorithme. Donc n'hésite pas à me soutenir avec un petit commentaire sympathique. Ça fait toujours plaisir et c'est vraiment flatteur pour le référencement et l'algorithme. De la même manière, si tu souhaites me rejoindre sur Telegram, donc mon Telegram totalement gratuit sur lequel je partage du contenu quotidiennement, des analyses de l'actualité économique, des data on-chain, etc. N'hésite pas à regarder dans la description, c'est le premier lien dans la description. Clairement, tu peux pas le louper. Tu as juste à cliquer dessus, ça te renvoie vers Telegram et tu peux nous rejoindre sur le canal gratuit Telegram. Allez, je crois que j'ai fait le tour. On va pouvoir commencer la vidéo. C'est parti. Donc on se retrouve ici sur Bitcoin avec la masse monétaire M2, donc la masse monétaire M2 qui est ici en rouge, Bitcoin qui est ici en noir. On voit bien donc cette corrélation très très forte entre les deux, notamment moi ce que je trouve vraiment assez marquant, c'est cette partie ici. On voit vraiment que la partie rouge et la partie noire fait quasiment la même structure, le même comportement, donc c'est assez propre. Pareil ici, on a bien cette direction baissière. Alors comme je le répète à chaque fois, certaines personnes vont pouvoir dire oui mais là regarde ça a chuté sur Bitcoin, donc il y a eu la chute ici mais c'est pas exactement la même puisque là il y a eu une correction qu'on n'a pas eu sur la masse monétaire M2, etc. Ce qu'il faut comprendre c'est la direction long terme que nous annonce la M2. Si la M2 nous annonce de l'achat, c'est que c'est très fortement probable qu'on va aussi aller chercher de l'achat sur Bitcoin. Si la masse monétaire M2 nous annonce de la baisse, dans ce cas-là, la direction pour Bitcoin dans les prochaines semaines, prochains mois, ça sera de la baisse. En tout cas, en termes de probabilité, c'est beaucoup plus probable qu'on ait de la baisse à ce moment-là. Donc, il faut vraiment comprendre la tendance long terme, moyen-long terme que nous annonce la M2, plutôt que tous les mouvements qui doivent être exactement parfaits, etc. Même si, quand on regarde les mouvements, c'est quasiment toujours répercuté à peu près dans les mêmes échelles sur Bitcoin derrière. Donc, si on fait le point ici, on a bien eu donc cette hausse. On a eu donc une première phase corrective qu'on retrouve ici sur Bitcoin, une deuxième phase corrective qu'on retrouve ici sur Bitcoin, la hausse significative qu'on retrouve ici donc aussi sur la masse monétaire, la petite phase de latéralisation qu'on voit ici sur la M2 donc en rouge, on a une phase de latéralisation qu'on retrouve aussi sur Bitcoin juste ici, donc on a bien cette phase de latéralisation. Derrière, la masse monétaire M2 nous annonce une hausse, ce qu'on a ici donc cette hausse. Et là, on arrive du coup sur cette phase-là au niveau de la masse monétaire M2, donc cette phase de correction, légère correction, plutôt une sorte de respiration du marché. La masse monétaire M2 ici, donc si on prend le top de cette correction jusqu'au bas, juste ici, eh bien ça nous fait une correction de 5 à 6% en fonction toujours de cet effet d'échelle. Si on pousse un petit peu plus le graphique de la M2, forcément ça va être un peu plus important en termes de correction, mais on est globalement sur une moyenne de 5 à 6% de correction, ce qui nous fait par rapport à Bitcoin ici, donc en noir, une correction qui nous amènerait donc 5% à 98 600 $ et 6% à 97 600 $. Donc on est entre 97 et 99 000 de respiration potentielle, de correction potentielle sur Bitcoin. Par contre, pourquoi ce n'est pas un problème et pourquoi du coup je le précise ici pour vous expliquer que s'il y a une correction jusqu'à 97-99, faut pas du tout paniquer parce que tout se déroule parfaitement, c'est que derrière, regardez ce qui arrive, poum, on a une explosion qui est annoncée par la M2 avec donc un plus bas ici en V-bottom, d'accord, on fait un V-bottom et derrière on accélère pour aller chercher entre 118 et 120 000 $, où là effectivement on aura encore une correction puisqu'on voit qu'on tape les 120 000 $ et derrière on retourne à 112, donc ça nous fera une correction à ce moment-là de environ 6 à 7%, donc on reste à peu près dans le même ordre d'idées que ce que l'on a actuellement.
Et donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est face à un potentiel de retracement. Alors évidemment, vous allez voir sur les réseaux sociaux, si on arrive à 98-97, des gens qui vont dire « Ah là là, c'est la fin du monde, Bitcoin commence son bear market, on a fait un triple top sur Bitcoin, c'est la 3e fois qu'on vient chercher ce niveau et ça rejette, et blablabla, et blablabla. » Et quand ces gens auront terminé de raconter leur connerie, le Bitcoin va faire pouf, une explosion pour aller chercher 115, 120 000 $, enfin 118, 120 000 $. Et là, ces mêmes personnes nous diront, c'est parti, c'est le bull run, c'est relancé, enfin bref. Les girouettes qu'on a l'habitude de voir sur les médias sociaux aujourd'hui. Donc, voilà pour l'update au niveau de la M2, ça ne change rien. On n'est pas du tout sur une fin de bull run, on n'est pas du tout sur une fin de hausse sur Bitcoin. Tout se passe parfaitement, hein, quand on regarde juste sur cette phase ici, comment ça a été parfaitement superposé entre Bitcoin et la M2, c'est assez troublant même. Clairement, il n'y a aucune raison ici qu'on ait une forte décorrélation entre les deux. Et vous voyez après que même quand on retrace à 112 000 $, derrière on explose à nouveau pour aller chercher 130, 140. Donc voilà, on va pas faire des plans sur la comète non plus, là on parle de mi-juin, voire même fin juin, on n'y est pas encore, mais toujours est-il que même si on a des petits retracements, comme c'est le cas, comme je disais, ici, là, comme on l'a eu ici, comme on en a eu là, etc., à chaque fois qu'on a des petits retracements, on a les mêmes gogoles qui nous disent que c'est terminé pour la hausse de Bitcoin, que le bear market arrive, etc. Et le truc, c'est qu'ils ont toujours tort. Donc encore une fois, il faut écouter les bonnes personnes et les bons outils, et je remercie encore une fois Colin Talks sur Twitter qui a du coup partagé ce modèle de la M2 par rapport à Bitcoin et qui nous rend un grand service actuellement pour y voir beaucoup plus clair sur les marchés. Même si la masse monétaire, c'est pas un truc qu'il a inventé, hein, on l'utilise depuis très longtemps dans les analyses, mais l'utiliser avec un outil directement implémenté sur TradingView, c'est vrai que ça apporte un plus supplémentaire. Alors maintenant, on va passer sur le sujet qui fâche, on va parler du problème actuellement au niveau des crypto-monnaies. Ce problème, c'est la hausse de l'US 10-year yields, donc le rendement obligataire américain à 10 ans. C'est ce qu'on voit ici sur le graphique, hein, on voyait US 10-year yields à 4,396%. J'ai mis une petite flèche ici qui veut signifier que on pourrait très bien revenir chercher les 5% au niveau du rendement obligataire américain à 10 ans, ce qui serait très problématique pour les crypto-monnaies, et je vais expliquer tout ça. Donc, premier point, déjà, qu'est-ce que l'US 10-year yields? Donc, c'est le rendement des obligations américaines à 10 ans, d'accord? C'est tout simplement de la dette américaine que les investisseurs peuvent acheter avec un taux d'intérêt qui est actuellement de 4,396%. En quoi c'est un outil intéressant, un indicateur intéressant pour l'aspect finance, économie, etc. Déjà, l'US 10-year yields, il permet d'anticiper la croissance. Évidemment, si votre économie est prospère, eh bien, les investisseurs vont avoir aucun problème à acheter votre dette et à s'endetter, peu importe le taux d'intérêt que vous allez proposer, puisqu'ils auront confiance envers votre économie et ils vont se dire, peu importe le rendement que j'obtiens au final, c'est un placement safe, donc je peux investir. A l'inverse, si votre économie est beaucoup plus en dents de scie, les investisseurs vont continuer potentiellement à acheter votre dette, mais par contre ils vont exiger un rendement beaucoup plus important pour faire fi du risque qu'ils prennent. Donc s'ils prennent un risque, qu'ils considèrent en tout cas prendre un risque beaucoup plus important, ils vont demander un rendement, un intérêt beaucoup plus important. Donc c'est vraiment un indicateur de la croissance d'un pays et surtout de la prospérité de l'économie d'un pays. Deuxième point, c'est un indicateur aussi important vis-à-vis de l'inflation, parce que évidemment, si vous avez une croissance intéressante, une croissance plutôt forte, mais vous avez beaucoup d'inflation, ça peut aussi refroidir les investisseurs qui auront l'impression d'acheter une dette avec un risque quand même sur l'économie à moyen long terme, donc l'économie du pays en question. Et le troisième point, c'est la politique monétaire, puisque si vous avez une politique monétaire plutôt bien menée, plutôt stable, bien pensée, et qui rassure les investisseurs, automatiquement ça va se ressentir sur le rendement obligataire à 10 ans. Par contre, si la politique monétaire est instable, si la politique monétaire n'est pas claire, si la politique monétaire est trop changeante, dans ce cas-là, ça va se faire aussi ressentir sur le rendement des obligations d'État à 10 ans. Et c'est ce qu'on voit actuellement avec la France. On est dans une instabilité politique et ça se ressent sur le FR 10-year yields, donc le rendement obligataire à 10 ans français. Pareil au niveau de la croissance, on a une croissance en dents de scie, ça se ressent aussi puisque
le FR 10-year yields continue de monter, donc les investisseurs achètent de la dette française mais veulent des taux d'intérêt plus importants parce que pour eux ça représente un risque de plus en plus important. Et de la même manière, on le voit aussi au niveau de la politique monétaire de la BCE, puisqu'elle impacte aussi les pays de la zone euro et donc le rendement obligataire de ces pays en question, donc toujours le 10 ans français, le 10 ans allemand, le 10 ans italien, etc. etc. Pourquoi du coup cette US 10-year yields est en train de monter? Donc on va parler de pourquoi dans un premier temps et des risques et des conséquences pour les crypto-monnaies par la suite. Donc le premier point de pourquoi ça monte, c'est que les investisseurs anticipent moins de baisses de taux de la Fed. Donc au début de l'année, on anticipait 4 baisses de taux sur l'année. Actuellement, on ne parle plus que de 2. Et donc forcément, on sait que quand la Fed baisse les taux d'intérêt, ça a un impact direct à la baisse sur le rendement obligataire et ça a un impact aussi sur le dollar. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, vous pouvez retrouver ça sur YouTube, j'ai déjà analysé et parlé de cette corrélation. Si la Fed passe de 4 baisses de taux à 2 baisses de taux, automatiquement les investisseurs se disent la Fed va baisser les taux de manière moins importante et moins vite, et donc automatiquement ça veut dire que l'US 10-year yield va baisser moins vite et moins fort que prévu. Dans ce cas-là, on a plutôt une stabilisation, voire même une hausse au niveau de l'US 10-year yields, puisque les anticipations des investisseurs sont revues à la baisse par rapport à la baisse des taux d'intérêt, et donc ça pénalise directement le rendement obligataire à 10 ans américain. Deuxième raison, c'est qu'on a une économie qui est résiliente quand même aux États-Unis, puisqu'on a un chômage qui est stable, qui reste aux alentours des 4%, qui n'augmente pas, et on a une consommation qui reste relativement ok, même si on voit des signes un petit peu de ralentissement, notamment sur les directeurs d'achat ou les ventes au détail, ça reste stable quand même, ce qui veut dire que la Fed n'a aucune raison de se précipiter dans la baisse des taux. Si effectivement on avait une explosion du chômage et une consommation américaine en berne, dans ce cas-là, la Fed n'aurait pas le choix que d'intervenir en baissant les taux pour relancer l'activité économique. Aujourd'hui, elle n'est pas obligée de le faire, et donc ça contribue aussi aux anticipations négatives de baisse de taux de la part des investisseurs, et donc à l'accroissement de l'US 10-year yields. Troisième raison, l'émission de dette. Ça c'est très simple. On a tout simplement le trésor US qui augmente l'offre de bons du trésor américain. Donc il continue d'émettre des bons du trésor pour financer le déficit américain et pour aussi financer un petit peu cette dette américaine qui est en train d'exploser et d'atteindre de nouveaux paliers. Et donc ils mettent en place une pression à la hausse sur les taux pour attirer les acheteurs. Forcément, si vous émettez de la dette, vous allez avoir aussi besoin de faire augmenter les taux d'intérêt pour faire venir les investisseurs qui vont se dire « Ok, les taux d'intérêt de la dette américaine sont plus intéressants que les taux d'intérêt de la dette française, par exemple, donc on va plutôt acheter de la dette américaine puisqu'on sera mieux rémunéré en termes d'intérêt. » Et donc ça permet justement d'aller un petit peu attirer et draguer les investisseurs pour qu'ils achètent plutôt de la dette US par rapport à une autre dette d'un autre pays. Donc indirectement, les États-Unis, en continuant de s'endetter, contribuent à faire monter le rendement obligataire américain à 10 ans. Et d'ailleurs, c'est ce que Donald Trump déplore un petit peu, hein. C'est pour ça qu'il essaye de forcer et de faire tout ce qu'il peut pour que Jerome Powell, le président de la Fed, baisse les taux d'intérêt, parce qu'il se rend compte évidemment que cette hausse du rendement obligataire est extrêmement délétère pour l'économie américaine, mais pour l'instant il ne peut rien y faire puisqu'il n'a aucun champ d'action, aucune possibilité d'impacter les décisions de la Fed, et ça le pénalise et ça le met dans une situation délicate. Quatrième point, c'est qu'on a moins d'acheteurs étrangers, puisque la Chine, on le sait, avec la guerre commerciale, a décidé de vendre certaines obligations américaines, et surtout, forcément, elle va moins en acheter, puisque les États-Unis sont dans une politique de guerre commerciale, ils font pas de cadeaux à personne, les autres pays, les autres États, ne vont plus être dans une dynamique d'acheter de la dette américaine. Ils vont plutôt être dans une dynamique de se dire chacun pour soi, faites ce que vous avez prévu de votre côté, on fait ce qu'on a prévu d'une autre. Le problème du coup, c'est que le fait d'avoir moins d'investisseurs, moins d'acheteurs étrangers, ça crée aussi des problèmes de demande vis-à-vis de la dette américaine, et donc ça peut faire augmenter encore plus les taux d'intérêt, donc le rendement des obligations, tout simplement pour pouvoir attirer davantage d'investisseurs. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une inversion entre le rendement obligataire et le prix des obligations. Quand le prix des obligations chute, le rendement obligataire augmente, et inversement, quand le prix des obligations remonte, le rendement obligataire chute.
Donc si la Chine vend des obligations d'État américaines, elle va faire baisser le prix des obligations et augmenter encore plus le rendement obligataire. Maintenant, on va parler des risques et conséquences pour les crypto-monnaies, parce que, bon, vous pouvez très bien vous dire, d'accord, c'est très bien, mais quel est le rapport entre le rendement obligataire américain à 10 ans et les crypto-monnaies? C'est vraiment deux mondes totalement différents. Le premier point, c'est qu'on va avoir moins d'intérêt envers les actifs risk-on. Donc les actifs risk-on, c'est les actions, les crypto-monnaies, tous les actifs qu'on va acheter quand on veut prendre du risque sur les marchés financiers. Un rendement obligataire américain à 10 ans en hausse, ça va attirer les capitaux vers des actifs plus sécurisés, puisque comme je le disais, certains investisseurs vont se dire, si je peux acheter des obligations d'État américaines à 10 ans avec un rendement de 4%, de 5%, qui est un rendement quand même relativement élevé, eh bien ils vont le faire plutôt que d'acheter des actifs plus risqués, puisque les obligations d'État, ça reste un actif considéré comme extrêmement sécurisé. On n'est pas censé perdre de l'argent en investissant là-dessus, et surtout, on est corrélé à l'économie américaine, ça veut dire que pour perdre de l'argent, ou en tout cas perdre la totalité de son investissement, il faudrait que l'économie américaine fasse faillite. Donc les investisseurs vont préférer acheter de la dette américaine en se disant qu'il y a très peu de probabilité que les États-Unis fassent faillite, plutôt que d'acheter des actions ou des crypto-monnaies qui ont beaucoup plus de risques, puisqu'une action peut s'effondrer, une crypto-monnaie peut s'effondrer, la volatilité est beaucoup plus importante. Donc quand c'est comme ça, les investisseurs vont plutôt sortir des actifs risqués comme les crypto-monnaies et les actions pour acheter des obligations d'État. A l'inverse, quand les taux d'intérêt, donc le rendement obligataire américain à 10 ans est beaucoup plus faible, on est par exemple à 1 ou 2%, ils vont se diriger massivement vers les actifs à risque, puisque les obligations d'État à ce moment-là apportent un rendement beaucoup plus faible. Donc ils ne vont pas aller se battre pour aller générer un rendement de 1 à 2%, quand ils peuvent générer beaucoup plus sur le marché des actions et le marché des crypto-monnaies. Deuxième point, donc des risques et conséquences, ça va créer potentiellement un renforcement du dollar. Donc un US 10-year yields en hausse entraîne également une hausse sur le dollar, comme je le disais, puisque quand on a des baisses de taux d'intérêt directeur de la Fed, ça entraîne également une baisse de l'US 10-year yields, ça entraîne aussi une baisse du dollar. Par contre, si l'US 10-year yields continue de monter, ça va entraîner aussi une hausse du dollar, et ça peut contraindre aussi la Fed à ne pas toucher aux taux d'intérêt, ne pas forcément les augmenter, mais en tout cas ne pas y toucher. Et ça serait problématique puisqu'on sait que tous les actifs crypto sont libellés en dollars. Donc quand le dollar monte, ça va avoir un impact baissier sur les crypto-monnaies. Quand le dollar chute, ça va avoir un impact haussier sur les crypto-monnaies. Donc ça, évidemment, c'est aussi une conséquence et un risque pour les crypto-monnaies. Troisième point, c'est la compression de la masse monétaire. Forcément, si on a des rendements plus hauts, ça rend le crédit beaucoup moins accessible puisqu'on se finance beaucoup plus difficilement. Et donc ça fait moins de liquidités disponibles pour investir, que ce soit pour les investisseurs, les entreprises, les retail. Et ça évidemment c'est problématique, puisque si on a moins d'argent pour investir, on ne se dirige pas vers le marché des actions ou des crypto-monnaies, ça fait chuter aussi les liquidités entrantes, et ça pose un problème aussi de demande sur le marché. Quatrième point, c'est les conséquences sur les valorisations technologiques et les actifs à longue durée. Donc pourquoi les crypto-monnaies sont des actifs à longue durée? Bien tout simplement parce que on ne peut pas déterminer avec facilité leur valeur potentielle dans le futur. Donc ça en fait des actifs qu'on va détenir sur le long terme, et ça fait des actifs aussi qui ont une projection d'estimation de valorisation qui est assez difficile à faire. Et donc par conséquent, c'est les premiers à subir les baisses d'estimation de valorisation, puisque quand on a des actifs en portefeuille dont on ne peut pas facilement estimer la valeur dans le futur, c'est les premiers qu'on va vendre, puisqu'il y a une certaine forme d'incertitude quant à l'évolution future du prix de l'actif, et donc on va s'en débarrasser, peut-être pour re-rentrer plus tard dedans, mais on va pas prendre le risque de garder en portefeuille un actif dont on ne sait pas exactement établir la valeur d'ici 5 à 10 ans. Donc ça, c'est pour les risques et conséquences. Maintenant, est-ce qu'on doit craindre un potentiel effondrement, ou est-ce qu'on doit craindre que toutes ces conditions, tous ces risques, toutes ces conséquences se mettent en place sur le marché? Oui, c'est un scénario qui peut arriver. Maintenant, si on regarde la masse monétaire M2 comme on l'a fait au début de la vidéo, rien ne nous annonce un crash ou un risque systémique par rapport à la hausse du rendement obligataire américain à 10 ans. Ce qu'il faut absolument maintenant, c'est que la Fed baisse les taux d'intérêt. Si elle baisse ne serait-ce que de 2 fois les taux d'intérêt cette année, on aura justement le contexte favorable pour une légère baisse de l'US 10-year yields, mais ça serait du coup favorable pour nous dans tous les cas. Le pire scénario, ce serait aucune baisse de taux de la Fed cette année, mais bon, ça reste assez peu probable.
ces baisses de taux justement vont permettre de désengorger le marché, de rassurer les investisseurs, de faire baisser cette US 10 yields, de faire baisser aussi le dollar, et ça va créer des conditions beaucoup plus favorables pour les crypto-monnaies. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut absolument surveiller les actions de la Fed, puisque c'est cette baisse de taux qui va éviter ce que je suis en train de parler par rapport à l'US 10 yields. Il faut surveiller l'US 10 yields dans tous les cas, puisque si on va chercher les 5%, c'est extrêmement problématique. Et en troisième point, il faut continuer de surveiller la masse monétaire M2, puisque c'est elle qui va nous annoncer s'il y a des risques qu'on encourt vis-à-vis de l'US 10 yields, c'est-à-dire si demain la masse monétaire M2 nous annonce une baisse drastique sur Bitcoin, on saura que c'est plus ou moins lié aux actions de la Fed et à la hausse de l'US 10 yields. Donc vraiment, les clés sont entre les mains de Jérôme Powell et de la Fed, et c'est pour ça que Donald Trump pousse autant pour faire baisser les taux d'intérêt, directeur de la Fed, parce que évidemment, cette crainte, cette tension vis-à-vis de l'US 10 yields continue d'augmenter, et ça pourrait à terme être assez problématique. Toujours est-il que là, sur le court terme, pour l'instant, ça reste maîtrisé. Comme je disais, par rapport à la masse monétaire, jusque juillet-août, on devrait avoir une belle performance des crypto-monnaies sur Bitcoin et les alts. Maintenant, on sait qu'à partir de juin-juillet, on va avoir pas mal d'échéances qui vont tomber, donc notamment la fin de la période de blocage par rapport à la guerre commerciale entre les États-Unis et le monde. On sait qu'il y aura aussi le plafond de la dette américaine qui va être redébattu pour savoir si on remonte encore une fois le plafond de la dette, la baisse des impôts que les Américains attendent et qu'avait promis Donald Trump. Donc il y a pas mal de choses qui arrivent entre le mois de juin et le mois de juillet, et on sait qu'entre juillet et août, c'est le top de Bitcoin annoncé par la masse monétaire M2. Donc ce sera vraiment une période où on va devoir prendre des profits et sécuriser un maximum de profits sur le marché, et c'est à ce moment-là aussi que ça peut se gâter par rapport à l'US 10 yields, puisque si la Fed ne baisse pas les taux en juillet, elle ne le fera pas en août non plus, donc ça nous amène à septembre, et si les taux n'ont toujours pas bougé jusqu'au mois de septembre, là à ce moment-là effectivement, sur l'US 10 yields, on pourrait voir des objectifs beaucoup plus importants à être atteints, notamment les 5%, et à ce moment-là ça forcerait dans tous les cas la Fed à intervenir avec des baisses de taux, mais ça pourrait sanctionner largement et fortement le marché des cryptos. Donc voilà un petit peu pour la temporalité et ce qu'il faut suivre. Dans tous les cas, plus on approche du mois de juillet et du mois d'août, plus on va devoir être attentif à l'évolution de ce rendement obligataire américain à 10 ans. Voilà pour ce point. Bon, j'espère que c'était pas trop indigeste et pas trop difficile à comprendre, parce que c'est quand même des concepts d'économie un peu plus poussés. Les obligations, le rendement obligataire, c'est pas des choses qu'on voit tous les jours et c'est pas des outils dont on parle forcément en crypto aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné envie de vous renseigner un petit peu plus sur ce rendement obligataire et les liens plutôt étroits qu'il y a entre les obligations et les crypto-monnaies, en tout cas les actifs risk-off et les actifs risk-on. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, un commentaire et en vous abonnant à la chaîne YouTube. Si vous souhaitez me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit et même sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. De la même manière, si vous souhaitez me rejoindre sur mes programmes, que ce soit CryptoPump, Profit Illimité, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo également. Et si vous souhaitez prendre un coaching avec moi, vous pouvez le faire aussi si vous voulez un accompagnement beaucoup plus personnalisé. Et dans ce cas-là, ça se passe aussi dans la description de la vidéo. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.